Bon, merci. C'est mon tour de présenter donc l'oratrice suivante, qui s'est d'ailleurs présentée tout à l'heure elle-même, Suzanne de Chévénier, comme sociologue. Peut-être ce que vous ne savez pas tous, c'est que c'est une physicienne d'origine, qui a même été non seulement une physicienne d'origine, mais une vraie physicienne d'origine, donc qui a vraiment fait de la physique de basse température, à l'école normale en particulier, jusque, si j'ai bien compris, en gros, elle a changé pour passer dans le secteur SHS en 94, c'est ça? Donc depuis, c'est une spécialiste des problèmes liés à la façon dont les gens pensent la science, voient la science, science et médias. Et ce que je voudrais... Donc, elle est vraiment spécialiste du sujet de cette journée. Je voudrais juste dire un mot des autres thèmes récents de son travail qui peuvent intéresser une partie de l'Assemblée. C'est d'une part femmes et sciences, et d'autre part la précarité énergétique, c'est-à-dire la précarité des gens qui sont socialement en difficulté, ce qui peut peut-être intéresser parce que c'est pluridisciplinaire, donc voilà, il peut y avoir un appel aux physiciens là-dessus. Donc il est temps pour moi de lui laisser la parole pour qu'elle nous... pour prendre un petit peu de recul par rapport à toutes ces questions. Merci beaucoup de cette présentation qui me flatte et puis qui montre en fait un intérêt chez moi. Je vais peut-être en dire deux mots juste pour l'expliquer. Je travaille effectivement en physique des basses températures, ensuite en physique des systèmes complexes, des systèmes hors équilibre, où les mêmes équations régissaient des systèmes très différents. Donc on travaillait déjà de façon très interdisciplinaire. On pouvait là travailler avec des biologistes, avec des chimistes, parler ensemble. Et l'étape suivante pour moi a été de me dire, tiens, il y a des systèmes qui sont encore plus complexes, c'est la société, et qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler sur la place des sciences dans la société et réciproquement, la place de la société dans les sciences, dans la recherche scientifique. Et c'est ce que je fais donc maintenant depuis une vingtaine d'années, en n'essayant pas du tout d'appliquer des modèles de physique à la société, mais d'essayer d'adopter les méthodes qu'utilisent les sociologues, mais les anthropologues aussi, pour essayer de comprendre et de rendre compte de ces interactions. Et ce que j'espère faire, c'est vraiment faire passer peut-être ce message, c'est que les médias et les relations sciences-société, mais les médias, pour prendre le thème d'aujourd'hui, sont un objet de recherche et qu'il y a des chercheurs relativement nombreux à l'étranger, en France, qui travaillent sur ces questions et que c'est important d'aller voir parce que les médias, enfin, il y a plein d'autres sujets où le même type de choses se passe, mais les médias, c'est vraiment typiquement un objet familier. Tout le monde a une expérience des médias, plus toujours, mais tout le monde a un ordinateur ou une télé chez soi. Et c'est très tentant de projeter sa propre expérience et la généraliser à l'ensemble de la société. Et ça, c'est peut-être une des premières choses qu'apprend l'apprenti sociologue, c'est que la société ne me ressemble pas. Et chacun circule dans une strate relativement limitée de la société et il y a un vrai travail à faire pour en sortir. Donc, autre chose, message que je ferai passer, c'est la lenteur des évolutions sociologiques. C'est sûr qu'il y a un phénomène numérique très important, quelque chose de massif, ça c'est absolument évident. Et quand même, il y a une société avec ses lenteurs, ses pesanteurs. Simplement, les temps d'évolution, la vie humaine atteint quand même en moyenne à peu près 80 ans maintenant. Ça fait des phénomènes sur les temps longs. Donc, quelques éléments à partager. Une première chose que je voudrais faire, c'est vous partager avec vous quelques chiffres. J'ai pris les plus récents que je trouvais, vous en trouverez à droite et à gauche, qui sont des résultats d'enquêtes par sondage,
Je rentrerai pas du tout dans les questions qu'on peut se poser sur ce type d'enquête. Il faut les prendre toujours avec une pincée de sel, mais quand même, ça nous permet d'observer des phénomènes un petit peu massifs et qui vont nous permettre de réfléchir un peu. Donc, il y a un Eurobaromètre, c'est des grandes enquêtes européennes qui a été publiée en novembre, passé quelques mois auparavant, où on demande entre autres aux personnes où trouvez-vous des informations sur les développements en sciences et technologies. Et vous remarquerez, dans la colonne de gauche, c'est les données françaises, et dans quelques cas, je vous ai donné la moyenne européenne, que la télévision est encore massivement en tête, avec 63%, donc 2/3 à peu près des personnes citent la télévision. Internet à 45%. Nous sommes hauts relativement sur ce chiffre-là par rapport à la moyenne européenne. Les magazines, 36%, donc tout près. Là aussi, nous sommes hauts, et ça, c'est une tradition française. L'offre magazine scientifique en France est une des plus riches d'Europe, avec la Finlande, et ça résonne bien avec un message qui a été exprimé plusieurs fois ce matin. Il y a probablement un appétit de science relativement fort en France, et je souscris assez bien au fait qu'on n'y répond pas toujours. Et donc, Internet, 45%, je vous l'avais dit, les journaux, et si je descends sur les médias sociaux, c'est vraiment marginal pour l'instant. Donc, c'est un phénomène important, Internet, mais ça n'a pas doublé, par exemple, la télévision, si on prend l'ensemble de la population. Et raisonnons un tout petit peu par tranche d'âge. Alors là, j'ai pris les données européennes, enfin moyennes sur l'Europe, et juste quelques médias pour pouvoir comparer. La télévision, vous remarquerez qu'il n'y a pas un énorme effet de variation d'âge entre les 15-24 ans et toutes les autres tranches. Ça bouge un peu, mais c'est pas massif. Vous n'avez pas quelque chose d'extrêmement fort. Les magazines, c'est un peu similaire, il y a un renforcement dans disons, l'âge un petit peu mûr. Les sites Internet, par contre, effectivement, là, il y a un effet général, enfin, un effet d'âge, j'en dis pas plus pour l'instant, qui est très net, où les plus jeunes, avec donc 53% de personnes qui les citent comme source d'infos sur la science, et ça va fortement décroissant avec l'âge. Donc là, il y a effectivement un effet d'âge. Ceci dit, c'est une question qu'il faut se poser immédiatement, c'est est-ce que c'est une évolution, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est nouveau chez les jeunes et qui va vieillir avec la population et rester, ou est-ce que c'est un effet de génération, c'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose qu'on fait quand on est jeune, et après on a des enfants, on a le travail, etc., et on revient vers des pratiques plus classiques, passant moins de temps sur Internet, peut-être plus de temps devant la télévision. C'est une vraie question, on sait pas encore, mais c'est une question qu'il faut qu'on se pose. C'est pas parce qu'on a des données comme ça que tout le monde aura les chiffres des moins de 15 ans dans les années qui viennent. Par âge de fin d'études, ce qui est donc même ventilation, ça c'est une bonne mesure du niveau d'éducation, l'âge de fin d'études, et qui permet justement des comparaisons européennes. Et là aussi, vous voyez que la télévision est pas très très impactée. C'est vraiment un média classique de référence, la télévision. C'est vraiment, il y a que chez les étudiants. Donc les étudiants, c'est les gens, justement, ils sont pas en fin d'études ils n'ont pas d'âge de fin d'études puisqu'ils sont encore en train d'étudier. Ils sont effectivement un peu en baisse sur la télévision. Les magazines, même type de choses où on a un effet modéré, et là vous avez un fort effet effectivement au niveau des sites internet où vous avez les étudiants qui sont très forts, mais pas forcément le reste de la population de moins de 15 ans. Et là, excusez-moi, je vous dis une bêtise, je suis plus dans l'âge. Niveau d'études, je reprends ce que j'étais en train de dire parce que j'étais resté mentalement sur la grille précédente. Les gens qui ont peu d'études par rapport aux gens qui ont beaucoup d'études utilisent peu les sites Internet. Donc là, on commence à avoir un effet social qui est extrêmement important. Et plus vous augmentez votre niveau d'études, plus vous utilisez Internet. Et puis, certes, les étudiants qui sont à la fois jeunes et
probablement encore en train d'étudier. Donc là, il commence à y avoir un effet très net de ségrégation. Internet est réservé aux personnes plus éduquées, pour aller un petit peu rapidement. Donc, fort impact du niveau d'études, et c'est une première question qu'il faut se poser. Internet est un outil intéressant, mais s'il est réservé aux plus éduqués, c'est problématique. Et la question vient se renforcer si on regarde les catégories d'occupation, catégories professionnelles, où on se rend compte que là encore, donc 3 catégories juste pour balayer un peu le spectre, télévision, très peu d'impact de la catégorie socio-professionnelle, magazine un peu, c'est une pratique plutôt de cadre, et là, effet massif du niveau social sur l'utilisation d'Internet, avec des gens qui sont à la fois éduqués et qui ont des ressources, qui l'utilisent massivement, les gens qui sont probablement moins éduqués, ouvriers, chômeurs, et qui ont moins de ressources, l'utilisent nettement moins. Donc, premier message très important, attention, si on se précipite sur les réseaux sociaux, les nouveaux médias, nous risquons de laisser de côté toute une partie de la population qui est moins favorisée. Donc, fracture numérique. Donc, nous avons donc des nouvelles pratiques, c'est très clair, qui ne sont pas en train de remplacer les anciennes, forcément. Et ça, c'est intéressant. C'est quelque chose, c'est très classique, hein. Chaque fois qu'on a un nouveau média, on dit que les anciens vont disparaître, et puis il reste. La radio est encore là et très, très présente. Des nouvelles pratiques apparaissent, on ne sait pas à quel point elles vont rester massivement, et gros problème de fracture numérique possible. Juste quelques éléments d'enseignement de travaux sur les médias anciens qui peuvent soit être transposés, soit simplement signaler des problèmes. Là, je me réfère à une enquête que j'avais faite sur la réception d'émissions scientifiques à la télévision à la fin des années 90. Et je ne rentre pas du tout dans les détails, mais il était très frappant de voir qu'il y a des publics différents. Il n'y a pas une manière dont les gens réagissent aux émissions scientifiques. Il y a des publics différents avec des réactions, mais diamétralement opposées. C'est très frappant. Et juste pour vous donner un exemple, on avait des personnes qui recherchaient vraiment très nettement le contact avec un scientifique. L'impression d'être en face à face, d'être en train de dialoguer avec le scientifique était vue extrêmement positivement. C'était vraiment essentiel pour elles. C'est des personnes plutôt éduquées, mais sur une trajectoire sociale ascendante, ce qui fait que l'éducation était quelque chose de problématique, et ça avait été dur d'arriver là, donc ça avait beaucoup de valeur. Et un autre groupe, et il y en a d'autres encore, mais il y avait un autre groupe, là, du coup, de personnes beaucoup moins éduqués, catégorie socio-professionnelle moins élevée, qui étaient extrêmement mal à l'aise face aux scientifiques. Et être mis en face de ces gens qui ne raisonnent pas comme tout le monde. On avait des phrases comme « on a l'impression d'être une petite souris »,« on a l'impression qu'ils ne veulent pas nous parler ». Enfin, c'était vraiment une très grande douleur face au scientifique lui-même. Et là, la médiation, en l'occurrence journalistique, était absolument essentiel. Ça servait à, entre guillemets, traduire, parce que c'est pas vraiment le bon concept, mais servir d'intermédiaire, servir d'hôte un peu quand vous allez rencontrer quelqu'un et vous êtes bien content qu'il y ait une tierce personne qui accompagne, qui facilite, etc. C'est exact. Et ça, on peut penser que ce type de réponse profonde reste et est à adresser. C'est très important d'arriver à faire des choses qui vont être adaptées aux gens qui sont ravis d'avoir un échange interpersonnel et aux gens qui veulent quelque chose de beaucoup moins indirect comme relation à la science, d'où tout l'intérêt des choses qu'on voyait ce matin, où on avait des approches justement qui étaient multiples et qui peuvent répondre aux desiderata de ces différents publics. Un mot rapide, mais parce que ça a été finalement beaucoup traité ce matin, sur l'impact des nouvelles technologies sur les pratiques des journalistes. Ça a beaucoup bouleversé les pratiques journalistiques et les a rendues quand même en grande partie beaucoup plus difficiles. Là, je me réfère à une enquête que j'avais faite sur des journalistes environnementaux, mais je pense qu'on peut généraliser, qui avait été financée par l'ADEME.
où il y avait, évidemment, Internet, c'est une source d'information extraordinaire, mais les journalistes étaient complètement noyés sous les mails, les envois de dossiers, etc., etc. Donc, d'un autre côté, c'était une plaie. Il y avait un travail de tri, d'ailleurs peut-être comme nous tous, mais un travail de tri des mails et de l'information et de savoir ce qui était vraiment, vraiment utile. Une énorme pression temporelle, à la fois en raison de la crise de la presse, enfin des médias en général. On l'a entendu beaucoup ici, où les gens ont demandé votre modèle économique. C'est très difficile de faire vivre les producteurs d'informations ou les fournisseurs d'informations dans un monde où l'information circule extrêmement facilement. Et donc, faire la même chose avec beaucoup moins de temps, beaucoup moins de monde, c'est absolument indispensable. Et puis, vous avez une espèce de norme temporelle, ça va extrêmement vite. On l'a entendu très bien ce matin. D'où une forte tentation d'utiliser des dossiers pré-mâchés qui vont être fournis par les services de communication des uns et des autres. Et certains journalistes le suivent, certains se battent contre et essayent de faire, on l'a entendu ce matin, mais c'est pas facile. Et c'est pas facile pour les journalistes de préserver leur autonomie. Message conclusif, je dirais, de ce que je dis là, qui était vrai dans le temps, mais ça reste vraiment très vrai. Cultivez, pour les scientifiques, cultivez vos relations avec les journalistes. Travaillez avec eux, parlez avec eux en amont d'une découverte. S'il y a une relation de confiance qui se crée, c'est beaucoup plus facile pour eux de savoir à qui s'adresser. C'est beaucoup plus facile pour vous d'avoir un échange naturel, disons. Donc, je vais rapidement arriver aux conclusions de ce que je voulais vous dire. Il est très clair qu'il y a une évolution en cours. Il ne faudrait absolument pas le nier, mais il faut vraiment faire attention de ne pas être complètement obnubilé par ce qui est en train de changer et d'essayer à la fois interroger les conséquences de ce qui se passe, la généralité de ce qu'on est en train d'observer, etc. Une des choses vraiment, à mon sens, c'est ce qui est peut-être une des choses les plus graves d'un point de vue sociologique, c'est ce qu'on appelle couramment la fracture numérique, qui est une fracture économique, évidemment, hein, parce que acheter un ordinateur, ça coûte plus qu'un SMIC. Donc, si vous êtes en train d'essayer de faire vivre une famille et que vous êtes au SMIC, c'est un objet de luxe. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Tout le monde n'a pas accès facilement à Internet confortablement. Et donc, vrai risque de fracture numérique en termes économiques et vrai risque de fracture numérique pour les gens qui sont... Il faut être très à l'aise avec l'écrit, encore maintenant sur l'ordinateur. Il faut être à l'aise relativement avec la technique. Donc, risque de laisser de côté aussi tout un public qui est moins à l'aise avec ça. Ne pas trop penser que le contact direct du scientifique avec la population, qui est un vieux rêve, mais il y avait une époque où le CNRS voulait faire sa propre chaîne de télévision, je me souviens. C'est un vieux rêve des scientifiques de pouvoir contourner les journalistes, parce qu'effectivement, le journaliste est un intermédiaire pas toujours commode et parfois agaçant. La tentation d'aller directement vers le public, c'est bon pour une partie du public, c'est vraiment pas bon pour une autre partie. Donc ça, il faut le garder en tête et du coup s'adapter à des jeux vidéo, s'adapter à d'autres formes ou des interactions plus simples. Donc là, je viens de le dire, la médiation est souvent nécessaire. Le rôle des journalistes pour faire un travail de professionnel, de qualité, ça c'est un point important, et puis un travail d'intermédiation pour permettre un échange dans de bonnes conditions avec des publics, c'est très important. Ceci dit, les journalistes sont sur une corde raide. Là, ils sont fortement sous pression, en train de se chercher des moyens de survie, mais on le voit, c'est pas absolument évident. Donc, il y a un travail collectif à faire en étant extrêmement attentif aux contraintes des uns et des autres et en étant très attentif aux besoins de l'ensemble de la société. Je crois que c'est nécessaire pour nous et c'est comme ça, effectivement, qu'on attirera, j'espère, des vocations.
Merci à vous. Merci. Nous allons passer aux questions. Bonjour, Martin Andler. Vous avez souligné le souci de préserver l'indépendance des journalistes, je ne sais plus exactement comme vous l'avez dit, mais il y a un autre souci qui se passe, disons, du côté des chercheurs, c'est le rapport entre le travail de communication que font les organismes de recherche et puis le travail d'information scientifique que font ou que devraient faire les chercheurs, en quelque sorte, de manière indépendante et critique, puisque théoriquement, le chercheur a une attitude critique. Donc le CNRS valorise, pour prendre cet exemple-là, et c'est normal, les découvertes fantastiques de ces chercheurs. Les chercheurs, ont envie de se faire mousser, mais ils doivent aussi dire, ils doivent adopter par rapport à la communication vers le grand public la même attitude que ce qu'ils devraient avoir en général dans le débat intellectuel, c'est de mettre ce qu'ils ont fait en perspective. Oui, je souscris entièrement et je pense, en fait, vous distinguez la communication de l'information. Je pense que la bonne communication scientifique est celle qui est riche, multidimensionnée et pas tel résultat est extraordinaire, mais tel résultat a ses conséquences possibles, a ses inconvénients possibles, etc. Je pense que les institutions auraient intérêt et ont intérêt à travailler de manière riche et plus complexe leur manière de communiquer. Ça pose le problème de l'autre côté de la reconnaissance et ça a été abordé ce matin, la reconnaissance de ce type d'activité chez le chercheur, qui continue à poser problème depuis nombreuses années. Je crois que c'est de 84 que c'est bien rentré clairement dans le statut des chercheurs et concrètement, ça reste une problématique. On va s'arrêter là. En fait, c'est une réflexion comme ça. Vous écrivez un vrai risque de fracture numérique. Vous pensez à des pistes pour éviter cette fracture numérique ? Je pense, une première chose, c'est de ne pas tout investir dans le numérique. C'est-à-dire de garder des activités qui sont plus... tiens, pour prendre un bon exemple, il y a, comment ça s'appelle, la Novella à Toulouse, qui est un festival de sciences, si je me souviens bien, c'est à l'automne, qui va dans les quartiers. Les scientifiques sont dans la rue, mais pas forcément au centre de Toulouse, un peu dans les quartiers, et c'est une fête, c'est un moment d'échange avec des scientifiques, mais c'est dans des quartiers pas particulièrement favorisés. Je crois que c'est très important de ne pas tout investir dans le numérique. C'est évidemment un outil très important, mais il ne faudrait pas lâcher des choses qui sont plus classiques, comme le bon vieux palais de la découverte peut-être, mais aussi des actions qui aillent vraiment vers des publics beaucoup plus larges et qui tendent la main, d'une certaine façon. Oui, je voulais juste réagir aux commentaires très intéressants de monsieur. En gros, le chercheur, il peut communiquer comme il veut ou informer comme il veut sans se préoccuper de ces instances de communication. La règle en droit français, c'est la liberté d'expression, qui ne peut avoir des restrictions que pour des raisons précises et proportionnées. Et les chercheurs et universitaires jouissent par la jurisprudence d'une liberté d'expression particulièrement étendue.
Donc, d'accord, peut-être que ça peut avoir quelques petites conséquences sur sa carrière, mais en gros, qu'est-ce qu'il risque? Un journaliste, lui, il risque quoi? Il risque un procès en diffamation, il risque, s'il déplaît à sa hiérarchie, d'être viré, tout simplement. Un chercheur, il peut avoir un petit ralentissement dans sa carrière. Je me dis que c'est pas un grand risque par rapport à la liberté qu'offre ce statut de chercheur. Et je rappelle, la loi protège particulièrement la liberté d'expression des chercheurs. Juste une remarque dessus, la loi française protège. Hein. Si vous êtes au Canada, c'est moins évident en ce moment. Hein. Mais... Martin. Oui, c'est vrai, mais les chercheurs n'exercent pas dans le ciel de la théorie. La question, c'est de savoir quels sont les outils que, par exemple, les organismes de recherche ou les universités se donnent pour aider les chercheurs dans une communication vis-à-vis de l'extérieur. Or, il est symptomatique, par exemple, que le CNRS, au niveau CNRS, pas au niveau des instituts, on est sous surveillance, là, il y a des gens des instituts ici, mais le CNRS, au niveau CNRS, a une direction de la communication qui est aussi chargée de l'information scientifique. Et donc, il y a une confusion absolument totale des genres au niveau du CNRS. Moi, j'interroge vraiment la distinction entre les deux, hein, parce que je veux dire, l'information, c'est du contenu, et dès qu'on la transmet, on est en train de communiquer. Donc, moi, je ferai vraiment pas la distinction de l'information. Je veux dire, je vous explique n'importe quoi. C'est moi en train de vous expliquer avec mes mots, de ma manière, en essayant de m'adapter à ce que vous comprenez, etc. Et c'est pareil pour l'institution. Qu'il y ait des motivations différentes. Et c'était intéressant ce matin, le catalogue de motivations qu'a fait Cédric Villani pour les chercheurs individuels. C'est un peu vrai aussi pour le CNRS. Il y a une partie de marque CNRS, mais il y a aussi simplement l'intérêt à faire savoir des choses. J'hésite vraiment à distinguer les deux. Pour moi, ça n'a pas de sens. Il y a de l'information qui est, en quelque sorte, le contenu qui passe, et puis le fait d'échanger, de le donner, qui est immédiatement de la communication. Nous faisons de la communication. Je suis en train de communiquer avec vous, mais j'étais séparée à table, quoi. La communication, c'est de l'échange, soit interpersonnel, soit autre, où on fait attention aux conditions de production, aux messages, aux conditions de réception. C'est cet ensemble-là, quoi. Et tous les morceaux y sont toujours, quoi. Merci, on va peut-être s'arrêter là. Merci beaucoup encore.